Bonsoir, est-ce que vous m'entendez assez bien depuis votre place? Est-ce que votre place est confortable? Donc à cette place confortable, vous allez assister à un café politique extrêmement intéressant ce soir. Alors, vous avez bien sûr réfléchi avant de venir à ce sujet haut en couleur. SOS Éducation, une réforme pour l'avenir de nos enfants est-elle possible? Je ne vous dirai pas en guise d'introduction si la réponse est oui et non, ou non, mais en tout cas, de nombreux sujets seront abordés ce soir avec des interlocuteurs de talent qui sont à ma droite et à ma gauche, qui ne signifie rien. Hein. Donc, monsieur Patrice Auchard, qui est directeur du lycée technique et professionnel Albert Demain à Paris 7. Vous voyez tous où est situé ce lycée, que j'ai eu le plaisir de visiter et vraiment où j'ai été extrêmement surpris de ce qui est fait dans ce lycée, du projet et de l'équipe pédagogique de ce lycée tout à fait particulier. Donc Patrice est quelqu'un de très engagé au service de l'enseignement technique, il en parlera mieux que moi. Il a présidé pendant 5 ans l'Union nationale de l'enseignement technique privé et il s'engage quotidiennement auprès des jeunes pour que l'enseignement de la pratique reste au cœur de la pédagogie. C'est un sujet évidemment très chaud sur l'éducation nationale. Bravo. Et il est venu avec ses groupies ce soir. François Garçon. François donc, a passé 20 ans dans le privé, hein, chez des grands noms. Havas, Canal+, TF1. Tu as, je crois, François, créé plusieurs sociétés dans la finance et le conseil audiovisuel. Et tu es maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne et directeur du master 2 professionnel cinéma, TV et nouveaux médias. Pourtant, il y a bien d'autres enjeux qui se cachent derrière l'école. L'école qui est, rappelons-le, avant tout un fait politique. Alors, sous Charlemagne, comme plus tard sous la Révolution et l'Empire, hein, avec la création du bac. En quelle année la création du bac? 1808. Un point, à ma gauche. Avec combien de bacheliers en 1808? 50. 31. Donc, il s'agit d'abord, hein, dans ce premier temps, de former les cadres de l'administration et sûrement pas d'élever les masses. Vous voyez, on était, pour caricaturer, dans le qualitatif versus le quantitatif. Et puis, toujours pareil, hein, je résume, une lente démocratisation va avoir lieu, et en 1828 est créé le premier ministère dédié à l'instruction publique. À partir de 1833, toutes les communes de plus de 500 habitants doivent posséder une école de garçons, et en 1850, elles y sont incitées pour les filles. En quelle année la première femme obtient-elle le bac? 1861, et ce n'est qu'en 1867 que les lycées leur sont ouverts. Donc c'est aussi, bien sûr, l'ère des hussards noirs de la République, hein, selon la formule de Charles Péguy, qui sont ces instituteurs formés dans les écoles normales et qui sont là pour apporter, hein, le savoir dans toutes les communes. Donc finalement, enfin, ce résumé en quelques secondes pour dire qu'à tous les grands tournants du sujet éducation nationale, du sujet éducation, il y a un projet de société. Et puis, il y a eu, bien entendu, le grand projet idéologique versus projet de société, donc le grand projet idéologique de la gauche, dans les années 80, 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, Chevènement en 82. Donc ça a été doublement des effectifs des lycées entre 82 et 95, 300 000 bacheliers en 88, plus de 600 000 ou 700 000 bacheliers aujourd'hui. En gros, c'est la naissance du mammouth, c'est-à-dire de ce centre de coût complètement déraisonné à l'utilité sociale controversée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va aborder ces sujets avec mes deux invités, hein,
Les sujets, c'est l'ascenseur social. Est-ce que l'école permet ou non la réussite de nos enfants? L'adéquation aux besoins des entreprises, soyons un peu pragmatiques. On forme pour quoi? On ne forme pas pour rester à l'école et avoir des bonnes notes. On forme pour créer de la valeur pour la France. La question aussi du socle commun, hein, constituant de la culture nationale. Quel est ce socle commun? Qu'est-ce qu'on met dedans? On peut complètement se poser la question aujourd'hui quand on sait qu'un élève sur 5 sort du CM2 sans savoir ni lire ni écrire. Et puis aussi, plus globalement, la question de la capacité de la France à se projeter à travers l'éducation nationale et donc à inventer son avenir. Enfin, on forme les gens qui feront la France de demain. Donc, l'éducation nationale a finalement progressivement acquis une capacité à former des monstres. Donc, des monstres de coups, un mammouth qui n'en finit plus de s'engraisser et qu'on voudrait bien dégraisser, c'est ça le sujet, c'est ça le projet, dégraisser un mammouth. Former des monstres aussi, ou plus précisément des monstruosités plus structurelles. Regardez la façon dont on a été, enfin, on s'est quand même effrayé de voir ces enfants qui refusaient la minute de silence après Charlie. Monstruosité aussi, monstruosité structurelle. Donc, des sujets haut en couleur, des sujets haut en couleur et puis des budgets haut en couleur. Juste pour mémoire, hein, l'éducation nationale, c'est plus de 71 milliards d'euros dans le primaire et le secondaire chaque année. C'est-à-dire plus que l'Allemagne. Je sais qu'on a toujours l'habitude de prendre l'Allemagne, mais c'est pas en exemple, c'est juste en regard, en miroir. Plus que l'Allemagne, pour un classement évidemment moindre. Hein, le classement référent, c'est celui, et puis on en verra un autre avec Patrice, mais le classement PISA hein, de l'OCDE qui classe la France au 22e rang mondial. On a dit tout à l'heure, un élève sur 5 qui sort du CM2 sans savoir ni lire ni écrire. On a presque 150 000 décrocheurs par an, c'est-à-dire ces élèves qui continuent de peiner, puis à un moment décrochent complètement et sortent du système. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est pas de trouver une solution là entre nous, c'est pas comme ça que ça va se faire. En revanche, c'est de nous remettre en tête les enjeux. Les enjeux de l'éducation nationale, ils sont fondamentaux. Fondamentaux pour inventer, comme on disait tout à l'heure, la France de demain, mais aussi pour poser un regard très juste sur la société d'aujourd'hui et voir nos monstres ou nos monstruosités dans les yeux. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite donner la parole à nos interlocuteurs. Donc, on ne va pas tirer au sort, mais on va partir à gauche avec Patrice. Et puis, sans doute, moi, Patrice, il me semblait vraiment très important d'avoir son regard parce que quand on parle, voilà, là on peut parler des heures de l'éducation nationale, à un moment, il y a quand même un sujet extrêmement intéressant dans l'éducation nationale, c'est le terrain, c'est les intestins du monstre, ou en tout cas le pouls que des gens comme Patrice peuvent tâter chaque jour, tant au niveau des projets pédagogiques que des élèves, hein, avec sans doute leurs difficultés, mais aussi leurs rêves. Bien, écoutez, bonsoir à tous. On était en train de citer à l'instant, on va faire un tout petit peu de géographie, on était en train de citer le lycée Albert Demain, et tout le monde a dit « oulala, c'est quoi ce truc ?» Oui, c'est dans le 7e. Le lycée Albert Demain est un lycée technique et professionnel, privé sous contrat. C'est la compagnie des filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul qui a créé cet établissement. Et on accueille actuellement la bagatelle de 1500 jeunes. Dans le 7e, rue d'Olivet, tout simplement. Donc vous qui habitez dans le 7e. Une petite rue perpendiculaire à la rue d'Adolphe. Et je vous invite à venir le découvrir parce qu'on a un lycée hôtelier, on a un restaurant d'application. Donc je vous invite au restaurant d'application pour venir le découvrir. Mais voilà, c'est un lycée technique et professionnel. Alors évidemment, on ne connaît pas bien, parce que effectivement,
En France, on connaît bien l'enseignement général, on vient de parler du baccalauréat, on connaît tous le bac scientifique, le bac économique et social, et le bac littéraire. Mais quand on commence à parler d'un bac professionnel, quand on commence à parler des bacs technologiques, STMG, STD2A, STI2D, alors là, où je peux parler aussi de l'agricole, de tous les bacs agricoles, alors là, ça y est, on est perdu. Pourtant, alors je prends quand même une petite précaution, enfin je prends pas de précaution, tant pis, on est coincé entre le Parti Socialiste et le ministère de l'Éducation nationale, et on me demande de parler de l'intérieur, de ce que je vis et de ce que nous vivons. Ça va être dur quand même, ça va être un petit peu difficile, d'autant plus que j'imagine bien que vos questions vont être particulièrement pointues, et je répondrai à toutes les questions pointues et sans détour, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut absolument savoir, et si on veut s'occuper de réfléchir aux questions d'éducation, il faut évidemment savoir comment ça marche à l'intérieur, comment ça marche de l'intérieur, et voir ce qu'on peut faire pour améliorer le système, dégraisser le mammouth, j'en sais rien, mais en tout cas améliorer le système, parce que oui, on peut transformer les choses, oui, on peut avoir une autre façon, une autre approche. Je parle là de pédagogie ce soir, je ne vais pas vous parler pédagogie, on va plus parler du système, on va plus parler de la mécanique et de ce qui se passe à l'intérieur du système, et François va vous parler de choses qui peuvent aussi nous fâcher quand on regarde notre système de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que l'Hexagone, il n'y a pas que les Français qui font de la formation, il y a aussi d'autres pays dans le monde. Christophe citait à l'instant PISA, il y a des études qui sont menées et qui font des études comparatives entre tous les systèmes. Donc je pense qu'on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Revenons à l'enseignement technique et professionnel, enfin plus exactement à notre mammouth. Donc on ne connaît pas bien l'enseignement technique et professionnel. Et pourtant, nos 80, pour donner quelques chiffres, nos 80% de bacheliers dont on parlait tout à l'heure, on a tous en tête qu'en France, il y a 80% de bacheliers, c'est extraordinaire. Alors d'abord, les 80% de bacheliers, ce qu'on parle, quand on cite le terme de 80, 90, c'est le taux de réussite au baccalauréat. Donc déjà ça, c'est pas les 80% de bacheliers. Ensuite, autrefois, on avait effectivement, nous avions, et on l'a dit tout à l'heure, quand on a créé le baccalauréat, c'était un baccalauréat qui s'adressait à une élite. Et nous avions, avant que les socialistes annoncent les 80% de bacheliers, nous n'avions qu'un tiers de bacheliers. Enfin, si on prend une tranche d'âge, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont d'âge de passer le baccalauréat, 17, 18 ans, si on prend cette tranche d'âge-là, nous avions un tiers de bacheliers. Aujourd'hui, on nous annonce 80% de bacheliers, c'est extraordinaire. Eh bien, il faut remettre les chiffres en perspective. Sur une tranche d'âge, aujourd'hui, nous avons très exactement 40%, donc on a augmenté un tout petit peu le chiffre, de jeunes qui sont bacheliers S, ES et L. Ensuite, nous avons 40% de jeunes qui sont bacheliers, toute la série que j'ai évoquée tout à l'heure, y compris l'agricole, c'est-à-dire les baccalauréats technologiques et professionnels. Et c'est essentiellement l'arrivée des baccalauréats professionnels qui a fait augmenter le nombre de bacheliers. Et puis, il reste nos 20%. C'est pas rien. 20% d'une tranche d'âge, d'une classe d'âge qui n'est pas bachelier. Donc ça veut dire, des jeunes qui ne sont pas bacheliers, ça veut dire que ces jeunes-là sont, alors, soit les décrocheurs scolaires, les 100, malheureusement c'est pas 150 000, c'est plus que 150 000, on est plutôt plus près des 165 que des 150 000. Ensuite, vous avez les jeunes qui sont en CAP, des jeunes qui vont sortir du système scolaire avec un CAP. Donc ceux-là ont un diplôme quand même. Hein. Ils ne sont pas bacheliers, mais ils ont un CAP et ils vont pouvoir s'insérer professionnellement avec. Et puis après, vous avez des jeunes qui intègrent toute une flopée de dispositifs qui sont des dispositifs dont vous avez peut-être entendu parler, les DIGEN, les dispositifs d'insertion des jeunes de l'Éducation nationale, par exemple. Des jeunes qui sont dans les, avant d'entrer dans le pôle emploi, donc avant de devenir des chômeurs, qui sont dans des dispositifs d'accueil 16, ce qu'on appelle les pôles 16-25, et qui permettent de les accueillir pour leur faire des stages en entreprise, qui sont des stages qui mènent en général à pas grand-chose.
Donc vous avez quand même, on a quand même donc en France 20% de la population, alors c'est sûr qu'ils ne sont pas dans le 7e, on est bien d'accord, mais c'est quand même des jeunes qui sont français et qui n'accèdent pas au baccalauréat. Et donc, quand on parle du baccalauréat, remettons bien les choses en perspective. Si on arrive à nos 80%, c'est parce qu'il y a bien l'enseignement technique et professionnel. Et si vous ajoutez les 80%, les 40% d'enseignement technique et professionnel, plus les 20% qui sont en CAP ou qui sont dans des dispositifs de stage, eh bien vous vous rendez compte que la majorité de nos jeunes Français, sur une tranche d'âge, sont plutôt dans l'enseignement technique et professionnel que dans l'enseignement général. Et on ne nous parle toujours que de l'enseignement général. Voilà. Le deuxième constat, c'est que, toujours pour reparler du baccalauréat, aujourd'hui on est tous accrochés à notre fameux diplôme national d'État. C'est-à-dire qu'il faut absolument organiser un diplôme qui soit un diplôme national, avec des sujets nationaux qui sont dispatchés partout en France, et une correction qui soit une correction nationale. Ceci est vrai pour le baccalauréat SES&L, mais pour les autres baccalauréats, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes tous des établissements publics et privés sous contrat, et aussi les CFA, enfin, un certain nombre de centres de formation, sont habilités à faire passer les épreuves du baccalauréat, alors en grosse majorité pour le bac pro, en minorité pour le bac techno, mais ça reste vrai aussi, c'est vrai aussi pour les BTS par exemple. Ce sont des formations qui sont validées, si on peut dire, certifiées en contrôle en cours de formation. C'est-à-dire que les enseignants sont autorisés à faire, à organiser pendant leur cours le contrôle qui va servir d'examen. Donc quand on vous parle d'un examen, donc d'un baccalauréat unique pour l'ensemble du territoire français, où il faut absolument que tout soit sécurisé, que les sujets soient faits de façon nationale, que tout soit bien sécurisé, qu'il n'y ait pas de triche, etc., etc. Sachez que pour les autres, ça se passe tout autrement. Et personne ne trouve rien à redire. Ça fonctionne très très bien. Et je vais vous dire, en plus, ça coûte moins cher. Donc voilà, on commence par ça, je continuerai après, je vais laisser peut-être juste un petit point. Tu parlais en fait de l'image de l'enseignement professionnel. C'est tout à fait juste. Enfin, si on ferme les yeux et qu'on rêve à l'éducation de nos enfants, ben voilà, on voit des grandes écoles, on voit de l'enseignement général avec des bons diplômes. Et, voilà. Et pourtant, enfin, et si ça changeait? Quand on s'intéresse plus précisément à certaines professions, et la France, elle regorge de professions extrêmement valorisantes et valorisées aujourd'hui. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la cuisine. Vous voyez, en quelques années, le changement qu'il y a eu autour de cuisiniers, alors certes des cuisiniers stars, mais plein d'autres cuisiniers qui restent dans l'anonymat et qui ont réussi à redorer complètement la cuisine française et à donner envie à des jeunes. Voilà, donner envie à des jeunes d'en faire leur profession et donc du coup d'en faire aussi, de faire aussi une partie du chemin de leur éducation là-dedans. Donc il y a un sujet qui, certes, l'éducation nationale, elle relève du ministère, etc., mais elle pourrait aussi relever de certaines formations professionnelles qui ont aussi à redorer leur image auprès de nous et auprès de la jeunesse pour donner envie, créer l'envie et créer le rêve.